Une mallette tombe à Ouagadougou et tout se recompose. 5 milliards de francs CFA en liquide, trop précis pour être improvisé, révèlent en une aérance qui préfère l'ombre, mais laisse des traces lourdes dans l'appareil sécuritaire. Que signifie pour chacun qu'une opération vise la souveraineté que défend Ibrahim Traoré? Et si ce n'était que l'entrée? Pour entrer dans le sujet, la promesse et les enjeux doivent être clarifiés. Elle annonce ce que l'enquête permet de comprendre et pourquoi cela compte maintenant. Le bénéfice pour le lecteur est simple. Lire pour distinguer un incident d'un mécanisme. En suivant les faits disponibles, l'analyse montrera comment une tentative furtive devient une menace structurelle, comment des leviers financiers s'imbriquent à des récits calibrés et comment des relais régionaux testent des loyautés sans bruit. Les enjeux dépassent la saisie d'une mallette. Ils touchent la chaîne de commandement, la confiance interne, et la capacité d'un État sous pression à transformer une alerte en apprentissage durable. Le texte s'engage à rester factuel, à éviter les extrapolations et à expliquer chaque étape avec des preuves observables. Il s'agit aussi d'évaluer ce que cette affaire change pour la stabilité immédiate, pour la gouvernance économique et pour le positionnement régional. Enfin, la promesse inclut une lecture équilibrée. Présenter les arguments prudents, les contre-arguments fondés sur des données et les scénarios plausibles à court terme. L'objectif n'est pas de convaincre, mais d'éclairer afin que le lecteur comprenne les risques réels et les marges d'action ouvertes après l'épisode. Voici l'essentiel, en 2 phrases. Un agent étranger a été intercepté avec 5 milliards de francs CFA, une somme dont la précision signale une opération préparée de longue date. Ce chiffre agit comme un révélateur. Il indique une tentative structurée, pensée pour pénétrer des zones sensibles plutôt que pour produire un effet spectaculaire. À partir de ce point, le contexte devient essentiel. Le pays évolue dans un environnement sécuritaire tendu, marqué par des pressions multiples et par des réseaux régionaux capables de tester par touches successives la solidité des institutions. Dans ce cadre, l'argent n'est pas seulement un moyen d'achat, il sert de signal, de test psychologique et de vecteur narratif. La logique est connue dans le Sahel. Identifier des maillons vulnérables, approcher sans brusquer, puis proposer une transition maîtrisée présentée comme raisonnable. Ce vocabulaire feutré masque une stratégie de fragmentation progressive. La réaction initiale des autorités éclaire la suite. Plutôt qu'une réponse immédiate, l'option retenue privilégie l'observation silencieuse. Cette approche transforme l'opération étrangère en source d'information. Chaque rendez-vous discret, chaque message codé, chaque déplacement ajoute une couche au dossier. Les lieux choisis, cafés isolés, parkings neutres, salons d'hôtel, dessinent une cartographie sociale de l'ingérence, fondée sur la discrétion et la répétition. Dans ce contexte, la ligne donnée par Ibrahim Traoré structure la méthode. Documenter avant d'agir permet de faire émerger l'architecture du réseau, ses relais régionaux et ses récits justificatifs. L'enjeu n'est pas la saisie d'une mallette, mais la compréhension d'un mécanisme. Une fois exposée, cette mécanique perd une partie de son efficacité, car elle repose sur l'invisibilité. Ce cadrage explique pourquoi l'affaire dépasse l'anecdote. Elle révèle comment une tentative ponctuelle s'inscrit dans une stratégie plus large, visant à mesurer la résistance institutionnelle et à installer le doute. La question centrale devient alors claire. Si une opération a été détectée à temps, combien d'autres cherchent encore leur point d'entrée? Le déroulement de l'enquête s'incarne rapidement dans des figures de terrain. Un petit groupe de soldats habitués aux zones instables du Nord devient un point d'observation privilégié. Ils ne sont ni des agents clandestins ni des stratèges politiques, mais des hommes formés à reconnaître les signaux faibles. Lors d'un premier contact discret dans un café de la capitale, l'intermédiaire étranger avance des propos
soigneusement calibré. Il parle de stabilité, de continuité et d'une évolution politique présentée comme inévitable. La forme se veut rassurante, le fond reste volontairement flou. Un second rendez-vous, organisé quelques jours plus tard, confirme la méthode. Les messages sont codés, les lieux changent, les promesses deviennent plus concrètes sans jamais être explicites. En feignant l'intérêt, les soldats permettent aux enquêteurs de collecter des fragments décisifs. Chaque échange enrichit la compréhension du réseau, des relais régionaux, des structures de façade et une narration prête à être activée. Les impacts précoces apparaissent avant même l'arrestation. Dans certaines unités, la simple rumeur de contact extérieur provoque une vigilance accrue. Les chaînes hiérarchiques se resserrent, les signalements internes augmentent. Ce resserrement n'est pas le fruit d'un discours public, mais d'une observation partagée du risque. La stratégie d'observation, validée au sommet par Ibrahim Traoré, transforme ainsi une tentative de manipulation en test grandeur nature de la cohésion interne. Ses premiers effets montrent que l'ingérence ne cherche pas l'adhésion massive. Elle vise une fissure unique suffisante pour créer un effet d'entraînement. En révélant ce mode opératoire, l'enquête modifie déjà l'équilibre psychologique. Au fond, cela signifie qu'une vigilance précoce peut neutraliser une déstabilisation silencieuse. Avant l'intervention, le paysage paraît immobile. Des rumeurs circulent à bas bruit dans certains cercles militaires d'Ouagadougou, sans preuve tangible ni point d'ancrage clair. Un intermédiaire étranger décrit comme méthodique et courtois multiplie les approches indirectes. Il évoque un soutien discret, insiste sur la nécessité d'éviter les ruptures visibles et suggère qu'une transition progressive préserverait l'essentiel. Ce discours, volontairement lissé, constitue le déclencheur. Sa cohérence interne, trop parfaite pour être spontanée, attire l'attention des services de sécurité. La montée s'opère par séquence. D'abord, les premiers contacts sont espacés, presque anodins, puis le rythme s'accélère. Les rendez-vous se succèdent dans des lieux neutres, choisis pour leur anonymat fonctionnel. Les messages deviennent chiffrés, les promesses plus précises, les délais plus courts. Chaque échange ajoute un élément à la cartographie du réseau. Les enquêteurs relient les déplacements de l'intermédiaire à des relais régionaux et à des structures présentées comme humanitaires, utilisées comme façade financière. Cette phase révèle une mécanique éprouvée. Tester la loyauté, mesurer les réactions, ajuster le récit. À ce stade, l'orientation stratégique joue un rôle décisif. Plutôt que d'interrompre brutalement la manœuvre, Ibrahim Traoré valide la poursuite de l'observation. L'objectif est clair, laisser l'ingérence exposer sa propre architecture. Les soldats approchés reçoivent des consignes strictes. Ils doivent feindre l'hésitation, poser des questions, demander du temps. Ce jeu contrôlé transforme la tentative de déstabilisation en source d'information continue. Le point culminant survient lorsque l'intermédiaire annonce une échéance. Il parle d'un moment où tout doit s'enclencher. Un financement massif est évoqué, accompagné d'un dispositif narratif destiné à présenter certaines unités loyales comme des obstacles au changement. Cette annonce modifie la nature de l'affaire. Elle confirme que l'opération dépasse la simple corruption ciblée. Les services reconstituent alors les flux financiers, tracent les communications et identifient les connexions transfrontalières. Les preuves convergent, la bascule est rapide. Le jour convenu, dans un hôtel du centre-ville, l'intermédiaire arrive avec une mallette. Son contenu matérialise ce qui n'était jusque-là qu'une hypothèse. 5 milliards de francs CFA en liquide. L'intervention se déclenche au signal convenu. Elle est brève, sans affrontement et strictement ciblée. L'argent est saisi, les acteurs neutralisés.
Les retombées immédiates dévastassent l'opération en elle-même. Dans les casernes, la tentative avortée renforce la cohésion. La preuve que la manœuvre a été anticipée et contrôlée installe un sentiment de maîtrise collective. Dans l'espace public, la nouvelle se diffuse rapidement, transformant un épisode discret en signal politique fort. Ce qui devait rester invisible devient un révélateur. La ligne des événements montre alors sa logique complète, une approche feutrée, une montée progressive, puis une exposition brutale du mécanisme. Le point zéro est celui financier, puis il se déplace vers la coordination et la réaction. Entre juillet et octobre 2020 et 2024, 5,3 milliards de francs CFA ont transité par des structures présentées comme humanitaires. Autrement dit, il s'agit d'un volume anormal révélant une façade financière destinée à dissimuler une opération. Ce montant ne décrit pas seulement une somme, il trace une méthode. La période courte, la régularité des flux et leur passage par des entités respectables indiquent une stratégie visant à réduire la visibilité tout en maintenant la capacité d'action. L'argent devient ici un outil de test, calibré pour sonder des loyautés sans déclencher d'alerte immédiate. Le deuxième indicateur concerne la coordination opérationnelle. En moins de 3 semaines, 32 appels chiffrés ont été identifiés entre les acteurs impliqués et leurs correspondants extérieurs. Autrement dit, il s'agit d'une densité temporelle signalant une synchronisation étroite entre relais distants. La concentration de ces échanges n'est pas fortuite. Elle coïncide avec des phases de prospection active sur le terrain lorsque les approches deviennent plus insistantes et que les délais se resserrent. Ce rythme suggère un pilotage adaptatif. Observer les réactions locales, ajuster le discours, puis relancer. La communication n'est donc pas un simple accompagnement. Elle structure la progression de l'ingérence. Le troisième indicateur mesure la réaction collective. En 48 heures, de 2 millions de messages de soutien ont circulé sur les réseaux sociaux nationaux. Autrement dit, il s'agit d'une mobilisation rapide montrant une perception publique d'attaque directe contre la souveraineté. Ce volume dépasse l'effet d'annonce. Il traduit une lecture partagée de l'événement comme un enjeu national et non comme un fait divers sécuritaire. La vitesse de diffusion compte autant que l'ampleur. Elle réduit la capacité d'un réseau à imposer un récit alternatif ou à relativiser l'incident. Pris ensemble, ces trois mesures décrivent un déplacement clair. On passe d'un levier financier discret à une coordination communicationnelle serrée, puis à une réaction sociale massive. Ce triptyque permet de lire l'opération comme un système, non comme une somme d'actes isolés. Chaque indicateur éclaire une couche différente: la préparation, l'exécution, puis l'impact. L'intérêt analytique tient à leur alignement temporel. Lorsque les flux augmentent, les échanges s'intensifient. Lorsque l'affaire est exposée, la réaction collective neutralise l'espace narratif. Cette lecture chiffrée renforce une idée centrale défendue par Ibrahim Traoré dans ses prises de parole. Les conflits contemporains se jouent aussi hors du champ militaire classique. Les chiffres ne servent pas ici à dramatiser. Ils servent à rendre visible une architecture d'influence qui, sans mesure, resterait abstraite. En limitant l'analyse à trois indicateurs, l'enquête évite la dispersion et concentre l'attention sur les leviers réellement activés. Enfin, ces preuves quantitatives ont une utilité opérationnelle. Elles offrent des seuils d'alerte reproductibles, un volume financier soudainement élevé, une densité inhabituelle de communication chiffrée ou une réaction sociale immédiate constituent des signaux combinables. Pris isolément, ils peuvent sembler ambigus. Pris ensemble, ils dessinent une signature reconnaissable. C'est cette capacité à passer du constat au repérage qui transforme un épisode déjoué en apprentissage durable. Le débat.
qui suit la révélation de l'opération fait émerger deux positions structurées, chacune dotée d'arguments cohérents. La première thèse, défendue par des diplomates et des analystes prudents, affirme qu'une rupture trop nette avec les partenaires extérieurs traditionnels fragiliserait un État déjà sous pression. Selon eux, les coopérations sécuritaires et les financements conditionnels, même imparfaits, constituent encore des amortisseurs essentiels. Ils soutiennent qu'un isolement accéléré réduirait les marges budgétaires, compliquerait l'accès aux équipements et exposerait davantage les institutions à des chocs simultanés. Dans cette lecture, l'affaire de la mallette serait un dérapage ciblé à corriger sans remettre en cause l'architecture globale des alliances. La seconde thèse adopte une perspective inverse. Portée par des chercheurs africains et des voix souverainistes, elle considère l'épisode comme un symptôme, non une anomalie. Ces analystes avancent que la dépendance prolongée crée mécaniquement des zones d'ingérence. Les aides conditionnelles, les ONG écrans et certains accords miniers produiraient des vulnérabilités exploitables. Dans cette optique, la stabilité promise par les partenariats déséquilibrés serait illusoire, car elle reposerait sur des leviers extérieurs capables d'être activés à tout moment. Pour départager ces deux positions, l'enquête fournit des éléments mesurables. La hausse de 7% de la production aurifère en 2024, malgré la suspension de certains programmes, montre qu'une capacité d'ajustement interne existe. Autrement dit, il s'agit d'une résilience productive observée malgré une réduction des appuis extérieurs. De même, l'augmentation de 12% des recettes fiscales minières indique que la renégociation et le contrôle peuvent dégager des marges. Autrement dit, il s'agit d'une amélioration des revenus lorsque les ressources sont mieux administrées. Ces données ne nient pas les risques soulignés par la thèse prudente. Elles montrent cependant que l'autonomie n'est pas un saut dans le vide. Elles suggèrent un espace intermédiaire, réduire les dépendances les plus vulnérables tout en évitant une rupture désordonnée. C'est dans cette zone que s'inscrit la ligne défendue par Ibrahim Traoré, consistant à documenter, ajuster, puis décider. Le Stillman révèle ainsi une conclusion nuancée. Ni continuité aveugle, ni rupture totale, mais une réorganisation fondée sur des preuves. Tout bascule à cet instant. La diffusion partielle des conclusions, jusque-là, confinées au cercle décisionnel, change la nature de l'affaire. Ce qui relevait d'une opération sécuritaire maîtrisée devient d'un point de rupture publique. Les preuves accumulées, financiers, communication chiffrée, relais régionaux, cessent d'être techniques. Elles composent désormais un récit lisible capable d'expliquer comment une ingérence se déploie sans bruit. Cette exposition modifie l'équilibre. Elle réduit l'avantage principal du réseau, fondé sur la discrétion et la fragmentation. Lorsque les éléments sont mis en relation, la logique apparaît. L'argent teste, la communication coordonne, le récit prépare. Le centre de gravité se déplace alors du fait divers vers la compréhension structurelle. La menace n'est plus localisée dans une mallette, mais dans une méthode reproductible. Dans ce contexte, la prise de parole mesurée d'Ibrahim Traoré agit comme un cadrage. En qualifiant l'épisode de guerre invisible, il déplace l'attention vers les mécanismes plutôt que vers les acteurs isolés. Cette formulation n'ajoute pas d'informations factuelles. Elle ordonne celles qui existent déjà. Elle permet au public de saisir que l'enjeu principal réside dans la prévention, non dans la réaction tardive. La révélation centrale est donc double. D'une part, l'ingérence échoue lorsqu'elle est rendue lisible. D'autre part, la vigilance collective devient un multiplicateur d'efficacité. À partir de ce point, l'affaire ne peut plus être traitée comme un incident clos. Elle devient un précédent structurant, appelant des réponses durables. Les effets de l'opération déjouée se déploient sur plusieurs plans simultanés.
Il montre que l'affaire ne s'arrête pas à l'arrestation d'un intermédiaire, mais qu'elle reconfigure des dynamiques durables. Quatre groupes permettent de lire ces conséquences de manière structurée: l'État, l'économie, la société et l'environnement régional. Au niveau de l'État, l'impact est institutionnel. La mise au jour d'un mécanisme d'ingérence renforce la légitimité des dispositifs de contrôle interne. Les chaînes de commandement gagnent en clarté, car l'épisode fournit un cas concret justifiant des procédures plus strictes. La capacité à documenter avant d'agir devient une référence opérationnelle. Cette approche, soutenue par Ibrahim Traoré, installe une culture de prévention plutôt que de réaction. À court terme, la confiance dans l'appareil sécuritaire s'en trouve consolidée. Sur le plan économique, les conséquences touchent les flux et les contrats. La révélation de circuits financiers opaques accélère les audits et les renégociations. Les entreprises opérant dans les secteurs sensibles sont incitées à revoir leurs pratiques. Cette pression produit d'un double effet: une meilleure traçabilité des capitaux et une augmentation des recettes publiques issues de ressources mieux administrées. L'économie ne se transforme pas instantanément, mais elle s'oriente vers une gouvernance plus resserrée, réduisant certaines vulnérabilités exploitables. Au niveau social, l'impact est perceptible dans les comportements. La mobilisation rapide observée après l'intervention traduit une appropriation citoyenne de l'enjeu de souveraineté. Les discussions se multiplient dans les médias locaux, les associations et les espaces communautaires. La figure du soldat vigilant devient un symbole discret, non glorifié, mais reconnu. Cette reconnaissance renforce un sentiment de responsabilité partagée. La stabilité n'est plus perçue comme abstraite. Elle est reliée à des gestes concrets et à une attention collective aux signaux faibles. Sur le plan régional et international, les effets sont plus contrastés. Dans le Sahel, certains États voient dans cet épisode un précédent démontrant qu'un réseau d'ingérence peut être identifié et neutralisé. Cela encourage des coopérations fondées sur l'échange d'informations et la surveillance conjointe. À l'inverse, certaines chancelleries extérieures adoptent une posture prudente oscillant entre silence et remise en question des conclusions. Cette tension redéfinit le positionnement du pays, désormais perçu comme moins perméable mais plus affirmé. Pris ensemble, ces quatre niveaux d'impact montrent une transformation progressive. L'événement initial agit comme un catalyseur. Il ne résout pas toutes les fragilités, mais il modifie la manière de les traiter. L'ingérence rendue visible perd une partie de son efficacité. La conséquence la plus durable réside peut-être là: une capacité accrue à reconnaître, puis à contenir, ce qui cherchait à rester invisible. Trois trajectoires plausibles se dessinent à partir des dynamiques déjà observées. Elles ne relèvent pas de la prédiction, mais d'une lecture conditionnelle des leviers activés depuis l'opération. Un premier scénario est celui d'une continuité maîtrisée. Dans ce premier cadre, l'État poursuit le resserrement institutionnel sans rupture majeure. Les contrôles financiers restent renforcés, les procédures de signalement se normalisent et la chaîne de commandement gagne en lisibilité. Les renégociations économiques produisent des effets graduels, suffisants pour stabiliser les finances publiques sans provoquer de choc externe. Si cette trajectoire se maintient, alors la vulnérabilité aux ingérences diminue lentement, au prix d'une croissance modérée et d'une vigilance constante. Un deuxième scénario est celui d'une consolidation régionale. Dans une deuxième hypothèse, la coopération accrue avec les partenaires sahéliens s'intensifie. La mutualisation des informations sécuritaires et des capacités de veille économique crée un effet de masse critique. Des projets communs, notamment dans les secteurs agricoles ou énergétiques, renforcent l'autonomie collective. Si cette coordination se structure durablement, alors la capacité à résister aux pressions extérieures augmente.
tout en offrant de nouvelles opportunités d'investissement intra-régional. Cette trajectoire suppose toutefois une discipline politique soutenue et une confiance réciproque. Un troisième scénario est celui d'une contre-offensive discrète. La troisième trajectoire est plus défavorable. Les réseaux d'ingérence, mis en échec une première fois, adaptent leurs méthodes. Ils privilégient des campagnes de déstabilisation informationnelle, des pressions financières indirectes ou des tentatives d'isolement diplomatique. Si ces actions trouvent des relais internes, alors les fragilités sociales et économiques peuvent en être réactivées. La vigilance institutionnelle devient alors une condition de survie stratégique. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Il ne s'agit pas de choisir un avenir, mais d'évaluer en permanence les leviers maîtrisables et ceux qui restent exposés. Cette posture analytique, souvent rappelée par Ibrahim Traoré, privilégie l'ajustement continu à la réaction tardive. Elle permet d'éviter les décisions irréversibles fondées sur des chocs émotionnels et de maintenir une cohérence stratégique dans un environnement instable. Au-delà des institutions, l'affaire modifie les trajectoires individuelles et la manière dont différents groupes se projettent. L'événement agit comme un prisme révélateur, transformant une question abstraite de souveraineté en expérience vécue. Dans les centres urbains, l'impact se manifeste par un regain d'attention civique. Les habitants redécouvrent que les menaces contemporaines ne se limitent pas aux affrontements armés. Les discussions s'installent dans les écoles, les radios communautaires et les lieux de travail. La compréhension d'une ingérence silencieuse renforce l'exigence de transparence et d'information. Cette dynamique favorise une participation accrue aux initiatives locales, sans basculer dans l'exaltation. Chez les jeunes, nombreux et souvent confrontés à des perspectives limitées, l'épisode agit comme un signal. Il rappelle que la stabilité conditionne l'emploi, la mobilité et l'accès aux opportunités. Certains s'engagent dans des programmes civiques ou associatifs, d'autres investissent les espaces de débat. L'enjeu n'est pas l'adhésion à un discours, mais l'appropriation d'une responsabilité. La vigilance devient un apprentissage social, transmis par l'exemple plutôt que par l'injonction. Dans les zones rurales, l'impact est plus discret mais tout aussi structurant. La stabilité politique est perçue comme une protection directe des activités quotidiennes. Agriculture, coopérative et solidarité locale dépendent d'un environnement prévisible. L'affaire rappelle que les ingérences extérieures menacent ces équilibres fragiles. Le soutien exprimé par ces communautés prend la forme d'une confiance renouvelée dans les mécanismes de protection collective. À travers ces groupes, une même évolution se dessine. La souveraineté cesse d'être un concept éloigné. Elle devient une condition concrète du quotidien. Cette transformation n'implique pas une mobilisation permanente. Elle installe plutôt une attention partagée aux signaux faibles. C'est dans cette normalisation de la vigilance que réside l'un des changements les plus durables. Pour transformer l'alerte en stratégie durable, une feuille de route s'organise autour de mesures concrètes et vérifiables. L'objectif n'est pas de répondre à une crise isolée, mais de réduire structurellement les vulnérabilités mises en évidence. Cette logique est portée par Ibrahim Traoré, qui privilégie des actions mesurables à des déclarations symboliques. D'abord, le contrôle des flux financiers. Les autorités économiques renforcent les audits des organisations servant de façade, notamment dans les secteurs humanitaires et éducatifs. Des seuils d'alerte sont définis pour tout transfert inhabituel, avec des validations croisées systématiques. L'efficacité de cette mesure se mesure au nombre de flux détectés et régularisés plutôt qu'au volume d'annonces publiques. Ensuite, la prévention au sein des forces de sécurité. Un protocole interne à plusieurs niveaux est déployé pour signaler toute approche extérieure suspecte.
Les unités reçoivent des formations ciblées sur les techniques d'influence modernes et la gestion des contacts ambigus. Le critère d'évaluation repose sur la rapidité et la précision des remontées d'informations, non sur des sanctions ex post. Puis, l'ancrage citoyen. Des programmes de sensibilisation sont introduits dans les collectivités locales et les établissements scolaires. Ils portent sur la désinformation, les récits manipulatoires et les signaux faibles d'ingérence. Le succès se mesure par la participation et l'émergence d'initiatives locales autonomes plutôt que par des campagnes ponctuelles. Par ailleurs, la coopération régionale. Avec ses partenaires sahéliens, le pays développe des plateformes communes de veille sécuritaire et économique. L'échange de données et d'analyses vise à anticiper plutôt qu'à subir. Cette coordination réduit l'isolement et augmente la capacité collective de détection. Enfin, un principe transversal s'impose. Chaque mesure doit rester réversible, ajustable et évaluée dans le temps. Cette discipline transforme la souveraineté en pratique quotidienne, fondée sur l'apprentissage continu plutôt que sur la réaction tardive. À mesure que les faits s'installent dans la mémoire collective, un motif revient avec insistance. La patience. Ce ne sont ni la précipitation ni l'affrontement direct qui ont permis de désamorcer l'ingérence, mais une attention méthodique aux détails. Les soldats infiltrés, souvent invisibles, incarnent cette posture. Ils ont accepté l'attente, l'ambiguïté et la retenue pour mieux révéler une mécanique dissimulée. Leur rôle devient un repère discret, rappelant que la vigilance peut être silencieuse sans être passive. Dans ce cadre, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de cohérence. Sa ligne ne repose pas sur des gestes spectaculaires, mais sur la continuité d'une méthode. Observer, documenter, puis exposer lorsque le moment est venu. Cette séquence simple relie les acteurs de terrain aux décisions stratégiques, sans rompre l'équilibre entre autorité et confiance. Le rappel du fil conducteur donne sens à l'ensemble. L'affaire n'est pas seulement celle d'une mallette ou d'un réseau. Elle raconte comment une tentative d'influence échoue lorsque ses rouages deviennent visibles. Elle montre aussi que la cohésion ne se décrète pas. Elle se construit dans des pratiques partagées. Dans ce retour au motif initial, une conviction s'impose. La vigilance collective, lorsqu'elle est structurée, peut neutraliser des stratégies complexes. Cette idée simple mais exigeante constitue l'héritage le plus durable de l'épisode. Elle relie le passé récent aux choix à venir sans dramatisation inutile. À l'issue de ce parcours, une invitation s'impose naturellement. Poursuivre la réflexion. Les événements analysés montrent que la souveraineté ne se limite pas aux décisions prises au sommet. Elle se construit aussi dans la manière dont chacun interprète les signaux faibles, partage l'information et questionne les récits qui circulent. Cette responsabilité ne requiert ni expertise particulière ni mobilisation permanente. Elle repose sur une attention continue et sur la capacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. L'affaire rappelle également que les influences extérieures prospèrent lorsque le débat se fragmente ou se fige. À l'inverse, un échange ouvert, informé et respectueux réduit leur marge de manœuvre. C'est dans cet espace de discussion que se joue une partie de la résilience collective. Les désaccords y ont leur place, à condition qu'ils s'appuient sur des faits et des méthodes vérifiables. Dans ce contexte, la parole d'Ibrahim Traoré n'appelle pas à l'adhésion, mais à la lucidité. Elle invite à observer avant de juger, à comprendre avant de conclure. Si ce chemin vous interpelle, partagez votre analyse, vos questions ou vos doutes. Le dialogue n'est pas une fin en soi. Il constitue un outil parmi d'autres pour maintenir une vigilance partagée. Ainsi, une souveraineté vivante ne se protège pas seule. Elle se cultive dans l'échange, la compréhension et la continuité du regard critique.